Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. Voici un homme qui écrit des chefs-d'œuvre à 20 ans, révolutionne le théâtre à 30, combat des dictateurs à 50 et meurt en héros national à 83 ans. Son nom résonne encore aujourd'hui, Victor Hugo. Il a tout vécu, la gloire, l'amour, la tragédie, l'exil. Découvrez l'incroyable destin de celui qui deviendra l'écrivain le plus célèbre de France. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument. Et quand je dis monument, je pèse mes mots, on va parler d'un homme qui était bien plus qu'un simple écrivain. C'était une véritable force de la nature, une conscience pour son pays, bref, un géant. On va parler de Victor Hugo. Imaginez la scène. On est le 1er juin 1885 et dans les rues de Paris, il y a 2 millions de personnes. 2 millions! C'est une foule absolument gigantesque, du jamais vu à l'époque, et tout ce monde est là pour suivre un seul et unique cercueil. Alors on pourrait se dire, c'est forcément un roi ou un grand général. Non? Eh bien non, c'était un écrivain. C'était Victor Hugo. Son corps a même passé la nuit sous l'Arc de Triomphe. Vous imaginez? Un honneur normalement réservé aux plus grands héros de la patrie. Et ça nous amène à la question centrale. Comment? Comment un poète, un auteur de théâtre, un romancier a-t-il pu devenir une telle légende, une icône nationale? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, c'est parti. Premier acte, l'ascension d'un rebelle. Et pour comprendre l'homme, il faut d'abord regarder l'enfant. Son histoire, en fait, elle commence par un conflit. Pas une guerre avec des canons, non. Une guerre à la maison, dans sa propre famille. C'était vraiment un choc des mondes. D'un côté, il y a le père, Léopold Hugo, un général de Napoléon, un républicain convaincu. Et de l'autre, la mère, Sophie Trébuchet, une royaliste pure et dure. Le jeune Victor a grandi au milieu de cette fracture, de cette véritable guerre civile idéologique. Forcément, ça l'a marqué à vie. Et ce qui frappe chez lui, dès le début, c'est son ambition. Une ambition folle. À 14 ans à peine, il note ça dans son carnet « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Chateaubriand, c'était la star de l'époque. Donc le gamin ne dit pas « je veux être écrivain », non. Il dit « je veux être le numéro 1 » ou alors « ça ne sert à rien ». Tout est dit. Et cette ambition, il va la transformer en révolution. En 1830, la première de sa pièce, Hernani, provoque une véritable bataille rangée au théâtre. D'un côté, les classiques, avec leurs règles super strictes. De l'autre, l'armée d'Hugo, la jeunesse romantique, qui veut de l'émotion, de la liberté, mélanger le sublime et le grotesque. Et à la fin, c'est Hugo qui gagne. Il vient de faire triompher le romantisme. Le voilà lancé. On entre dans le 2e acte de sa vie, la gloire, mais aussi le grand chagrin. C'est une période où il va atteindre des sommets de célébrité, mais où il va aussi connaître la pire des douleurs. En 1831, il sort un livre qui va changer la face de Paris, Notre-Dame de Paris. Le succès est juste monstrueux. Mais le plus fou, c'est que le livre va littéralement sauver la cathédrale. À l'époque, elle tombait en ruine. Le roman crée un tel engouement que ça lance un immense mouvement pour sa restauration. C'est incroyable. Et dans sa vie personnelle, il y a aussi un pilier, une femme, l'actrice Juliette Drouet. Elle va devenir sa maîtresse, mais bien plus que ça, sa confidente, sa muse. Et leur histoire va durer 50 ans. 50 ans de passion et de dévouement. Mais voilà. Au milieu de tout ce succès, de cette vie trépidante, il y a une date. Une seule date qui va tout briser. Le 4 septembre 1843. Ce jour-là, l'univers de Victor Hugo va voler en éclats. Et la façon dont il apprend la nouvelle est d'une brutalité sans nom. Il est en voyage, il s'arrête dans un café, il prend un journal au hasard, et là, en lisant les faits divers, il découvre l'horreur. Sa fille adorée, Léopoldine, vient de se noyer dans la Seine. Elle avait 19 ans. Le choc est total, inimaginable. Le coup est si terrible que la source se tarit. L'écrivain est brisé. Pendant quasiment 10 ans, il ne publiera plus rien de majeur. Le silence. Mais ce deuil va aussi le transformer, lui donner une compassion immense pour tous les malheureux du monde. On entre alors dans le 3e acte, celui de l'exil. Et c'est là que c'est fascinant. Cette tragédie intime va presque coïncider avec une immense tragédie politique. L'homme brisé par le deuil va devenir l'homme pourchassé par le pouvoir. Son parcours politique, c'est une trajectoire incroyable.
Au début, il est plutôt royaliste, puis il devient un républicain modéré. Mais plus il voit la misère dans les rues, plus il se radicalise. Il devient un défenseur acharné de la République la vraie, la sociale. Le clash arrive en 1851. Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. Pour Hugo, c'est la trahison suprême. Il descend sur les barricades, essaye de soulever le peuple, en vain. Traqué, il doit se déguiser pour s'enfuir de Paris et sauver sa peau. C'est le début d'un exil qui va durer 19 ans. Une période terrible pour l'homme, mais la plus fertile pour l'écrivain. C'est depuis son rocher sur l'île de Guernesey qu'il va écrire son chef-d'œuvre absolu, Les Misérables. Et quand ça sort en 1862, c'est un raz-de-marée mondial. Hugo devient la voix des misérables du monde entier. On arrive au 4e acte, le retour du héros. Parce que oui, après presque 20 ans, l'histoire lui donne raison. L'Empire s'effondre, la République est proclamée, l'exilé peut enfin rentrer chez lui. Imaginez, septembre 1870, son train entre en gare à Paris. Et sur le quai, il y a 50 000 personnes. 50 000 Parisiens qui sont venus l'acclamer. Le proscrit d'hier est devenu le héros de la République. Et cette ferveur atteint un sommet pour ses 80 ans. Là, c'est du délire. On organise une fête nationale pour lui. Et plus d'un demi-million de personnes, 600 000, défilent sous sa fenêtre. À ce stade, ce n'est plus un homme, c'est une légende vivante. Il s'éteint quelques années plus tard, le 22 mai 1885. Ses derniers mots sont d'une puissance incroyable. C'est ici le combat du jour et de la nuit. Toute sa vie, toute son œuvre, résumée en une phrase. Et nous voilà au dernier acte, son héritage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste de ce géant ? Eh bien, c'est là qu'on mesure son immensité. Parce qu'il n'était pas qu'une seule chose. Pensez-y, il a été un dramaturge révolutionnaire, un romancier mondialement connu. Mais c'est aussi, et c'est peut-être aussi important, un combattant politique. L'exilé qui a dit non, la conscience morale d'une nation. Celui qui s'est battu pour les pauvres, contre la peine de mort. Il a fini par incarner l'idée même de la République. Ce qui nous amène à une dernière question. L'écrivain, l'homme politique, la conscience morale, de tous ces Victor Hugo, lequel est le plus important pour nous aujourd'hui ? Peut-être que son vrai génie, c'était justement de ne jamais choisir, d'être tout ça à la fois. Victor Hugo n'était pas seulement qu'un écrivain, c'était un monument, un combattant. De Notre-Dame de Paris aux Misérables, de l'exil à la gloire, il a marqué son siècle comme peu d'hommes l'ont fait. Il a défendu les pauvres, combattu les tyrans, révolutionné la littérature. 140 ans après sa mort, ses livres se vendent encore par millions. Ses poèmes émeuvent toujours. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.